Il est l'heure du journal de l'économie sur France 24 et comme chaque jour on vous retrouve Karina Chabour, bonjour. Bonjour Vincent. Dans la guerre des smartphones, Karina, BlackBerry joue peut-être aujourd'hui sa dernière carte. Le groupe de Toronto qui est en perte de vitesse lance ce mercredi une nouvelle gamme de produits. Oui, avec presque deux ans de retard, le Canadien lance aujourd'hui son BlackBerry 10. Alors c'est à la fois un nouveau système d'exploitation et deux nouveaux appareils. Leurs atouts, ils seraient plus fluides, plus simples d'utilisation que la version précédente. Ils doivent notamment permettre une meilleure navigation sur Internet. Côté application, l'entreprise assure qu'il y en aurait 70 000 maisons et que ces appareils pourraient fonctionner aussi avec celles du concurrent Google. Et la question maintenant c'est, tout ça suffira-t-il à relancer BlackBerry Oui, alors c'est vrai que sur le marché des smartphones, le Canadien a perdu beaucoup de terrain face à l'américain Google et au sud-coréen, à l'américain Apple et au sud-coréen Samsung. Regardez plutôt, en 2009, sa part de marché était de 20%, alors qu'aujourd'hui, BlackBerry ne représente plus que 3,9% des ventes mondiales de smartphones. Or, cette nouvelle gamme ne propose rien de révolutionnaire pour beaucoup d'utilisateurs. Ces téléphones à la mode un temps ont plutôt mauvaise presse, ont mal vieilli, leur image a été beaucoup ternie. Ils sont jugés peu lents et peu pratiques. Alors maintenant, le seul atout que pourrait jouer BlackBerry, c'est de pouvoir conserver sa première place sur le marché des entreprises. Tout cela nous conduit à un coup d'œil sur les marchés financiers, les places asiatiques ce matin. Elles évoluent en hausse dans un climat d'optimisme sur la croissance mondiale. Regardez plutôt dans le détail, c'est le vert qui domine. Le vert a aussi dominé hier à Wall Street. La bourse de New York a même atteint son plus haut niveau en 5 ans, soutenue par une saison de résultats plutôt positive. Et malgré des indicateurs américains mitigés, seul le Nasdaq a lâché un petit 0,02%. Et on en vient, Karina, à l'actualité des entreprises en bref et en images. L'action Amazon a elle aussi inscrit un nouveau record à New York. Le premier distributeur mondial en ligne a annoncé un bénéfice d'exploitation en hausse de 56% à 405 millions de dollars au quatrième trimestre. C'est presque le double de celui enregistré il y a un an. Et puis autre bonne nouvelle pour Amazon, la forte croissance de ses nouvelles activités plus rentables de stockage de données et de centrales d'achat en ligne. YouTube serait-il un concurrent de plus en plus sérieux de la traditionnelle télévision ? La plateforme vidéo gratuite de Google est en passe de lancer des chaînes payantes, c'est ce que croit savoir le site américain EDH. YouTube aurait ainsi approché plusieurs producteurs pour composer une offre de programmes à la carte. Les internautes paieraient entre 1 et 5 $ par mois pour accéder aux vidéos. Enfin, plus besoin d'installer de logiciels sur son PC. Microsoft transforme de fond en comble la commercialisation d'Office. Word, Excel, PowerPoint ou encore Outlook sont désormais accessibles aux particuliers par abonnement via Internet, stockés sur des serveurs appartenant à Microsoft. Les mises à jour seront faites automatiquement. Microsoft prend ainsi le virage du cloud computing et entend contrer l'offre concurrente de Google. Et puis en Italie, Karina, le ministre de l'économie a volé au secours de Mario Draghi. Il était interrogé sur le scandale de la banque Monte dei Paschi di Siena. Renfloué par l'argent public, l'établissement a révélé la semaine dernière de nouvelles pertes importantes. Depuis, les critiques pleuvent sur la banque centrale italienne, chargée du contrôle et qui était dirigée à l'époque par Mario Draghi. Les précisions de Myriam Bounafa. La banque Monte dei Paschi prospère depuis le XVe siècle. Mais aujourd'hui, ses comptes pour 2012 pourraient accuser un trou supérieur à 2 milliards d'euros. La troisième banque italienne est accusée de s'être engagée dans des opérations risquées sur des produits dérivés entre 2006 et 2009, avec à la clé des pertes d'au moins 720 millions d'euros. Des activités financières tout juste révélées, mais qui n'en finissent pas d'éclabousser le milieu politique italien. Au premier rang desquels, Mario Draghi, à l'époque gouverneur de la Banque d'Italie, mais aujourd'hui défendu et dédouané par le ministre de l'économie devant la commission parlementaire en charge d'étudier le dossier. Il apparaît que les actions de vigilance concernant la banque Monte dei Paschi ont été continues, attentives et appropriées. Ces actions ont été intensifiées à travers les années grâce à la supervision et au contrôle de la Banque d'Italie à partir de 2010 lorsque Draghi était gouverneur. Des soupçons de corruption planent également sur Monte dei Paschi concernant l'acquisition de la banque Anton Veta en 2007 pour 9 milliards d'euros, 2 fois sa valorisation de l'époque. Au bord de la faillite, la plus vieille banque du monde s'est vue accorder samedi dernier un prêt d'État de presque 4 milliards d'euros.
Si la banque ne peut rembourser, elle devra émettre des actions pour le Trésor, ce qui soulève la possibilité d'une nationalisation. On part pour les États-Unis à présent, Karina. Les États-Unis où BP continue de payer pour la marée noire qui avait frappé le golfe du Mexique. C'était en 2010. Oui, près de 3 ans après les faits, en effet, un juge américain a validé ce mardi l'accord entre le groupe pétrolier et les autorités américaines. Résultat, le pétrolier va payer pas loin de 4,5 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites pénales. Mais la note devrait continuer de s'alourdir pour BP jusqu'à 18 milliards de dollars supplémentaires s'il est reconnu coupable au civil à la fin du mois de février. Le groupe a déjà fait savoir qu'il allait réclamer des dommages et intérêts aux propriétaires de la plateforme Transocéane et aux sous-traitants Halliburton. Enfin, on reparle de flexibilité, de compétitivité en France, alors que les discussions ont repris, on en parlait hier chez Renault. Une entreprise incarne bien les débats en cours, c'est le fabricant de pneus Goodyear. Oui, le groupe a 2 usines à Amiens, dans le nord de la France. Dans l'une d'elles, les salariés ont fait d'importantes concessions sur le temps de travail. Du coup, l'usine va rester ouverte. Dans l'autre, aucun accord n'a été trouvé et sa fermeture pourrait être annoncée dès ce jeudi. Le reportage de nos confrères de France 2. D'un côté, en jaune, l'usine d'Amiens Sud. Et de l'autre côté de la route, juste en face en bleu, celle d'Amiens Nord. 2 sites appartenant au même groupe Goodyear Dunlop. 2 histoires bien différentes. Car si aujourd'hui l'un va bien, Dunlop, l'autre est menacé de fermeture. En 2007, le groupe Goodyear Dunlop a des difficultés financières. La direction demande aux 2 sites de faire des efforts, notamment sur le temps de travail, pour éviter des licenciements. Si à Amiens Sud, le plan est accepté, à Amiens Nord, les syndicats le rejettent. L'accord de 2007 était pour nous inapplicable dans le temps, n'était pas viable parce que l'accord était trop contraignant pour les salariés. Les efforts demandés sont importants. À Amiens Sud, toute la production va être réorganisée. Désormais, les salariés travailleront 48 heures par période de 8 jours, week-end compris, sans augmentation de salaire. En échange, la direction s'engage à investir 50 millions d'euros sur 3 ans et à maintenir la production et l'emploi sur le site. Aujourd'hui, ces salariés sont rassurés d'avoir un salaire, mais le rythme des 4-8 est difficile à supporter. Au niveau familial, tout ça, c'est invivable. Mais on n'a pas le choix, il faut bien qu'on travaille, il faut bien qu'on nourrisse sa famille. De l'autre côté de la route, les salariés du Nord pourraient voir leur usine fermée. C'est le site entier qui est menacé, 1200 personnes. La direction refuse de communiquer avant jeudi, jour du comité central d'entreprise. Le sort d'Amiens Nord pourrait y être scellé. Mais l'accord sur le site d'Amiens Sud n'est pas non plus définitif, car tout sera à renégocier à expiration du contrat en 2014. Pour ce tour d'horizon de l'actualité économique. Merci Karina Chabour. Merci Vincent. Il est 6h56 à Paris. Dans 4 minutes, c'est le prochain journal. Une nouvelle demi-heure d'information en compagnie de Cyril Vanier. Paris Direct continue donc. Restez avec nous bien sûr sur France 24.